Bonjour à tous, abonnés du millénaire. Merci à tous pour vos messages et vos différentes contributions et vos différents retours sur notre dernier épisode, le décryptage d'Elisabeth Borne. Pour suivre nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire pour qu'on ait les retours et afin d'améliorer nos performances, pour qu'on puisse prendre en compte vos remarques et ce que vous préférez qu'on pourrait évoquer dans les prochains épisodes. Sur cet épisode, nous allons revenir sur le conflit entre la Chine et les États-Unis, qu'on considère au sein du millénaire comme le défi structurant du prochain siècle. Notamment, les États-Unis, depuis le pivot entamé par Barack Obama, s'est concentré sur la Chine, qu'il considère comme un rival systémique et le seul pays capable de lui contester le leadership et l'hégémonie mondiale. De l'autre côté, la Chine menée par son nouveau président Xi Jinping depuis 2017, depuis même 2012, et confirmée en 2017 sur un mandat à vie, veut mettre en place ce qu'il appelle la renaissance chinoise pour faire en sorte que son pays, la Chine, devienne la première puissance mondiale à l'horizon 2049. Avec cette montée en tension, et notamment sur le cas de Taïwan que nous allons aborder, on arrive sur un point de tension entre deux puissances systémiques qui sont beaucoup plus puissantes qu'à l'époque entre les États-Unis et l'URSS, veulent s'affronter sur ce qu'on appelle un conflit total, un conflit dit systémique, où ils sont capables de se concurrencer sur tous les domaines, sur le domaine économique, sur le domaine géopolitique, sur le domaine militaire, sur le domaine diplomatique, technologique, etc. Et ce conflit, on pense en tout cas qu'il va structurer les relations internationales pendant les 30 prochaines années, et ça va être l'objet de notre discussion en plusieurs épisodes. Le premier épisode sur lequel nous allons aborder, c'est est-ce que les tensions à Taïwan vont nous mener vers la Troisième Guerre mondiale? Pour parler de ça, je vais vous présenter nos chroniqueurs et nos invités. On va commencer par Marion Pariset, qui est secrétaire générale du millénaire, qui est également élue locale et qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Armées. Bienvenue à toi, Marion. Bonjour, merci William. Ensuite, après, je vous présente Aymeric Guisset, qui est notre secrétaire général adjoint et qui est notre analyste politique, qui va nous permettre de décrypter les analyses d'opinion et comment se comportent les opinions publiques européennes, occidentales ou même les opinions publiques mondiales dans ce conflit. Bienvenue à toi, Aymeric. Merci. Ensuite, je vous présente Pierre Clairet, qui est diplômé du Collège d'Europe et qui est notre analyste en termes de politique européenne. Bienvenue à toi, Pierre. Merci, bonjour. Bonjour Pierre. Et je vous présente maintenant Hugo Raguin, qui vient des territoires et qui va nous parler en fait avec un angle très précis sur quel va être l'impact de ce conflit ou des différents développements des relations internationales sur la population française. Bienvenue à toi Pierre. Hugo. Bonjour William et merci. Donc on va commencer sur la première partie, les origines de des tensions en mer de Chine et notamment la passe d'armes qu'il y a eu en début de semaine entre le président américain Joe Biden et les autorités chinoises. Mais Pierre, peut-être que tu vas nous détailler en détail quelles sont ces passes d'armes entre le président américain Joe Biden et le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinoise. Oui, bien sûr William. Donc tout d'abord, c'était lundi, une journaliste a demandé à Joe Biden lui a rappelé, vous n'avez pas voulu directement être impliqué militairement dans le conflit en Ukraine pour des raisons évidentes, mais êtes-vous disposé à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan si la question devait se poser? Et donc ce à quoi Joe Biden a répondu oui. La journaliste lui a répondu, vous l'êtes vraiment? Et il a répondu, c'est l'engagement que nous avons pris. La Maison-Blanche a essayé de un petit peu de rendre tout cela plus acceptable au vu de la politique chinoise. Et donc, mardi dernier, donc à l'AFP, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoise, M. Wang Wenbin, a déclaré, je cite, donc que la Chine prendra des mesures fermes pour sauvegarder sa souveraineté et ses intérêts en matière de sécurité. Ils ne feront ce que nous disons. Il s'exprimait par rapport aux déclarations américaines sur Taïwan et sur le détroit de Taïwan, ce qui pose de nombreuses questions et de nombreux problèmes aux Chinois. Merci Pierre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde la question des tensions autour de Taïwan et du conflit entre la Chine et les États-Unis en trois points précis. Les origines de la tension en mer de Chine, est-ce qu'il y a un risque d'escalade et est-ce qu'on arrivera sur la prophétie faite par Graham Allison, notamment dans son livre Les États-Unis et la Chine vers la guerre, est-ce que le piège de Thucydide va se refermer à nouveau sur ces deux grands pays? Et le troisième point, on va mettre un pronostic par rapport à vos analyses actuelles, qui va sortir gagnant du conflit, et ça va être l'objet des échanges que nous aurons dans les prochains épisodes.
Alors, pour commencer sur les tensions en mer de Chine, notamment autour de Taïwan, peut-être que Marion, tu voudras nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé en fait autour de la mer de Chine et autour du cas Taïwan, et est-ce que ça peut nous rappeler en fait ce qui s'est passé et les différentes passes d'armes qu'il y a eu entre le président russe Vladimir Poutine ou le président ukrainien Zelensky, ce qui a abouti à l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Alors, les cas sont très, très différents, hein. Il ne faut pas, comparaison n'est pas raison, et en particulier quand on essaie de mettre en parallèle le cas ukrainien et le cas taïwanais. Il faut rappeler tout d'abord que Taïwan a une histoire ancienne avec la Chine, mais a longtemps été colonisée. A été d'abord colonisée par les Hollandais jusque dans les années 1600. Après, il y a eu une présence de l'Empire chinois pendant 200 ans jusqu'à la fin des années 1800, puis une colonisation japonaise pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et ensuite, et c'est là que peut-être commencent les ennuis avec la Chine continentale pour Taïwan, c'est la période où Chiang Kai-shek, opposant à la révolution culturelle, à la révolution communiste chinoise, s'est exilé à Taïwan pour continuer à faire exister la République de Chine, enfin ce qui est redevenu après la République de Chine. Donc on a un pays qui a été reconnu, la Chine, la République continentale, la République populaire de Chine, le continent, le grand pays qu'on connaît aujourd'hui, a été reconnu progressivement par l'ONU et par un certain nombre de pays, mais Taïwan est resté reconnu très longtemps. Aujourd'hui, il y a encore 14 pays qui reconnaissent Taïwan comme étant la représentation de la Chine à l'international, plutôt que le gouvernement de Xi Jinping. Ces deux gouvernements coexistent. Et c'est totalement en désaccord avec la logique de Xi Jinping qui veut une grande Chine unie, comme tu l'as mentionné, et qui veut notamment, à l'horizon 2049, pouvoir réussir à avoir cette Chine réunifiée avec la question de Taïwan, mais également la question de Hong Kong. Donc on Alors, est fondamentalement sur une autre Marion, origine des conflits. Marion, tu peux peut-être expliquer pourquoi est-ce que Xi Jinping a mis la date de 2049 parce que pour certains, on peut pas comprendre. On peut se dire, mais pourquoi pas 2040, pourquoi pas 2050? Pourquoi c'est 2049 précisément, en fait? Alors, c'est lié au centenaire du parti communiste, enfin de la révolution communiste en Chine. Et c'est lié aussi pour Hong Kong à un anniversaire qui est l'anniversaire de la rétrocession des territoires hongkongais par le Royaume-Uni à la Chine. Donc on a un peu deux calendriers qui s'alignent sur cette date-là. Mais au-delà de cette question très historique, en fait, les tensions en mer de Chine, c'est des tensions qui sont liées à de la géopolitique fondamentalement. C'est des questions qui sont liées à la capacité de la Chine de Xi Jinping à pouvoir assurer à long terme son autonomie stratégique, sa maîtrise des couloirs d'approvisionnement, parce qu'en fait, à travers la Chine méridionale, on a les principaux accès de marchandises pour la Chine. Et donc, la Chine étant principalement quand même une nation commerçante, une nation de commerçants, ils ont besoin de s'assurer une totale liberté et un total contrôle de cette zone-là. Et Taïwan est important dans ce schéma-là, puisque Taïwan forme ce qu'on appelle le détroit du Formose, il me semble, qui est un endroit où passe énormément de marchandises, notamment à destination de Shanghai, qui est toute la côte est, étant la partie la plus développée de la Chine. Merci, Marion. Ça met un peu en place les bases pour Oui, ce conflit-là. merci Marion pour cet exposé synthétique. Peut-être, Émeric, maintenant tu pourras revenir sur pourquoi et on comprend l'intérêt chinois, puis l'intérêt géographique, c'est à proximité. Mais pourquoi est-ce que les Américains partent là-bas et considèrent qu'il y a un intérêt à mettre une stratégie, notamment le fameux pivot américain entamé par Barack Obama? Pourquoi est-ce qu'ils se concentrent sur la Chine et sur la question de la mer de Chine et même globalement sur la question de l'Indo-Pacifique? Alors, les enjeux sont multiples pour les Américains. Il y a un enjeu, comme tu l'as rappelé, de puissance et de géopolitique, d'influence sur cette zone et des enjeux économiques. En fait, l'Indo-Pacifique va représenter à partir de 2030 40% du PIB mondial. Cette zone donc, qui en fait va être le poumon de l'économie mondiale et les grandes puissances qui ont une
des positions à défendre, vont de toute façon devoir conquérir ce nouveau marché et continuer à défendre leurs intérêts sur cette géographie qui va être la plus dynamique en fait du globe. Ensuite, pourquoi les États-Unis se concentrent particulièrement sur la Chine? C'est une question de rivalité systémique où la Chine aura maintenant acquis la taille suffisante et la diversité technologique, économique sur l'ensemble des panels pour pouvoir concurrencer les Américains sur l'ensemble des segments de la domination américaine, et on va avoir une confrontation totale sur tous les secteurs entre les États-Unis et la Chine. Et cette question du pivot que tu as évoquée en 2009. T'as arrêté dessus pour peut-être demander une précision. Est-ce que c'est différent vraiment de ce qui s'est passé pendant la guerre froide et du conflit entre les États-Unis et l'URSS? Parce qu'il y avait aussi une sorte de conflit systémique. Il y avait même une guerre de modèles entre un modèle capitaliste et un modèle communiste. Il y avait un conflit économique. Il y avait un conflit de zones. On parle le fameux du containment américain pour bloquer la progression du communisme. Ils se défiaient même sur le spatial. Il y avait une guerre spatiale, une concurrence un peu sur tous les niveaux. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce conflit? La grande différence par rapport à la guerre froide, c'est que la guerre froide, on avait un rideau de fer et finalement des économies et des mondes qui communiquaient assez peu d'un point de vue économique. Là, on a une interdépendance très importante des différents acteurs, où finalement, depuis le début de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine et la première visite de Nixon en 72 pour visiter Mao, on a eu des partenariats économiques très forts entre les États-Unis et la Chine. Barack Obama fait le pivot asiatique en 2009 en se disant qu'il y a une opportunité économique pour les États-Unis à aller chercher une main-d'œuvre moins chère, à développer une industrie en important des produits manufacturés qui coûtent moins cher en provenance notamment de la Chine. La Chine s'est positionnée comme le principal exportateur et le principal lieu de main-d'œuvre, notamment sur les produits manufacturiers et l'industrie électronique. Et en fait, finalement, on se retrouve dans une situation où la Chine est montée en puissance, est en capacité de concurrencer les États-Unis, et les États-Unis sont très dépendants, l'ensemble des pays du monde, finalement, en tout cas l'Occident, sont très dépendants sur certains segments, l'électronique notamment, les terres rares et d'autres segments de l'économie moderne, très dépendants de la Chine, et c'est très compliqué de rompre les relations, de passer à un affrontement qui soit direct, puisqu'en fait, il y a une interdépendance très forte des deux économies, et finalement, cette question est très sensible. Sur le cas de Taïwan, par exemple, Taïwan, c'est le principal composant, principal fournisseur via l'usine Fontcom des pièces d'Apple, en fait, finalement. C'est-à-dire que l'essentiel des iPhones, des ordinateurs et de tous les produits Apple proviennent de Taïwan. Donc ça, c'est le premier élément. Donc en fait, il y a un intérêt, ne serait-ce qu'industriel, pour les Américains de défendre l'une de leurs principales entreprises mondiales pour assurer les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, d'un point de vue géopolitique, il y a l'enjeu de limiter l'expansionnisme chinois et le développement de la Chine en ayant une stratégie d'encerclement avec des alliés comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde et toute cette stratégie américaine et occidentale en Indo-Pacifique, en créant des alliances pour finalement contenir la montée en puissance de la Chine. Et donc, on arrive finalement à cette position-là où la position des Américains est de contenir la montée en puissance de la Chine. La montée en puissance de la Chine, d'un point de vue chinois, paraît inexorable et paraît légitime de reprendre le leadership mondial, puisqu'elle devrait devenir la première puissance économique mondiale. Et on arrive sur ce point de confrontation que Graham Allison appelle le piège du suicidide, que tu vas pouvoir peut-être réexpliquer, où finalement le conflit pourrait devenir inévitable. Oui, je vais expliquer, mais ton développement m'a permis d'avoir une question, et c'était une question qui nous revenait souvent par mail. Les États-Unis veulent contester la montée en puissance de la Chine, mais Marion, je vais te poser la question suivante. Est-ce que c'est pas les discours de Bill Clinton qui avaient dit qu'il fallait faire en sorte que la Chine se développe? Est-ce que c'est pas les États-Unis qui ont encouragé les 4 modernisations de Deng Xiaoping pour permettre à la Chine de se remettre sur le premier rang mondial? Est-ce que c'est pas les États-Unis qui ont fait rentrer implicitement la Chine dans l'OMC, en fait, dans les institutions internationales et de commerce, et qui ont permis son développement? Donc au final, est-ce que la créature américaine n'est pas en train de se retourner contre elle, ce qui est un peu le cas sur plusieurs enjeux de pays? Et donc du coup, pourquoi est-ce que les États-Unis maintenant veulent vraiment bloquer la Chine, alors que c'est quasiment eux qui ont poussé la croissance chinoise et qui ont encouragé le développement de l'économie chinoise dessus? Peut-être que tu peux nous développer ce point-là.
Non, c'est une bonne question parce que ce que tu pointes exactement à ce moment, avec tes propos, c'est toute l'évolution qu'il y a eu dans la façon dont l'Occident a considéré la Chine. Pendant les années 80, et jusqu'au début des années 2000, voire même jusqu'au début des années 2010, la Chine a été considérée comme étant... on était sur la logique de Fukuyama. Fin de l'histoire, en fait, finalement, tous les systèmes allaient aboutir, allaient converger vers un même système qui était le système occidental de démocratie libérale, etc. Donc, toutes les tentatives avec des pays qui étaient en développement étaient vues comme finalement allant dans ce sens-là. Et il y a eu cette conception que la Chine, en fait, progressait dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'elle a été intégrée à l'OMC également, parce qu'il a été considéré qu'avec l'OMC, elle continuerait à converger, à faire évoluer son modèle vers les modèles occidentaux. Or, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et son maintien, et maintenant en plus depuis 2018, le fait qu'il ait réformé la Constitution pour ôter la limite du nombre de mandats qui est possible d'avoir en tant que président de la Chine, toutes ces dimensions-là ont bien changé tout à fait, ont révélé en tout cas une ambition chinoise qui est tout à fait autre que celle que les Occidentaux percevaient au début des années 2000. On a eu une prise de conscience progressive à partir de ce moment-là, qu'en fait, ce qu'on avait perçu comme une convergence était peut-être qu'une convergence temporaire avant que finalement les modèles divergent ou en tout cas s'écartent à nouveau, et que la Chine assume finalement d'avoir un modèle qui soit un modèle qui prend à l'économie libérale, mais qui incorpore ses propres logiques. Et c'est aussi toute la base de la pensée de Xi Jinping, le bouquin que tu as derrière toi en sert un petit peu, puisque c'est des compilations d'un certain nombre de discours dans lesquels en fait il fait transparaître cette approche-là, une approche où finalement il y a un fort contrôle sur le plan politique, sur le plan de la société, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les questions de crédit social, les questions de surveillance en Chine qui sont extrêmement fortes, mais en parallèle. Ou même sur les questions des Ouïghours aussi. Sur les questions des Ouïghours, sur les questions du contrôle à Hong Kong, sur les questions du respect des libertés fondamentales, que ce soit liberté de la presse, liberté religieuse. Voilà, justement, la question des Ouïghours en est un sujet, mais globalement, liberté d'opinion, liberté de la presse, etc. Donc ça, ils veulent proposer au monde un autre modèle dans ce sens-là. Après, à la différence des États-Unis ou de l'Occident en général, ils n'ont pas une vision universaliste de leur modèle. Ils sont plutôt dans une approche à la base commerçante. Et après, ils profitent de leurs relations commerciales, de leurs relations économiques pour aussi proposer ce modèle de société. Mais ils ont moins que nous avons pu mettre en œuvre une approche un peu de conversion, si on veut, des pays avec lesquels ils sont en relation. Et ce qui pose problème du coup aujourd'hui, c'est que ce modèle, il s'est révélé au fur et à mesure. Et il s'est révélé et il est devenu particulièrement menaçant à partir de 2018 et à partir du moment où finalement Xi Jinping, qui est quand même une personnalité très forte, avec un fort rayonnement, qui a vraiment participé à structurer la pensée chinoise et la façon dont le gouvernement fonctionne, à partir du moment où lui peut se maintenir potentiellement au pouvoir jusqu'à sa mort. Bon, il est assez âgé, je ne sais plus exactement quel âge il a, il doit aller voir dans les 70 ans. 70 ans, oui. Mais voilà, il est assez âgé, mais dans les faits, il peut se maintenir encore assez longtemps au pouvoir. Et ça, avec la dynamique globale économique de la Chine, la dynamique qui fait qu'aujourd'hui, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2020, elle a explosé dans sa part de la création de richesse au niveau mondial. Ça, c'est une menace pour les États-Unis. Parce que aujourd'hui, ils sont susceptibles de remplacer les États-Unis dans un certain nombre de milieux, et ils ont aussi progressivement grignoté sur le plan politique toutes les institutions qui permettaient aux États-Unis notamment, mais aussi à l'Occident en général, d'avoir de l'influence, et notamment le système multilatéral. Mais bon, là, j'ai couvert un large spectre de problématiques, mais c'est toutes les problématiques qui touchent cet aspect justement systémique du conflit. C'est un conflit, si on veut le résumer, de civilisation. C'est un bon point, ça permet de placer les enjeux, mais moi j'avais également une question, Marion, c'est
quand on regarde le livre, les discours de Xi Jinping, parce que les discours de Xi Jinping sont traduits, et donc du coup, on a les discours qui sont précis. Et qu'on regarde la pensée de Deng Xiaoping, parce qu'il faut rappeler, il y a à peu près 3 grands personnages dans l'histoire de la Chine, de la République populaire de Chine, donc la Chine version communiste. C'est Mao Tse-tung avec sa révolution culturelle et la pérennisation du régime communiste. Ensuite, après, on a Deng Xiaoping, et désormais, on a Xi Jinping. Mais est-ce que la stratégie chinoise n'a pas été mise en place et réfléchie, un peu ce qu'on évoque sur la fameuse stratégie du jeu de Go, et n'a pas été conçue en fait dès les 4 modernisations de Deng Xiaoping dans les années 80 pour se poser en rempart et en alternative au modèle américain, et comment en fait ils conçoivent leur stratégie, parce que ce qui est assez marquant dans la stratégie de Xi Jinping, c'est qu'il veut faire une renaissance chinoise d'ici 2049. 2049, c'est très long, hein. Il y avait quasiment plus de 20 ans d'écart au moment où il avait annoncé cet objectif. Deng Xiaoping avait annoncé des objectifs qui étaient pareils, de 20 à 30, 40 ans aussi. Et est-ce que dès le début, en fait, ils n'avaient pas conçu ce type de stratégie, mais qui étaient obligés de passer un peu sous les radars parce qu'ils avaient besoin des États-Unis pour se développer et des Occidentaux pour se développer? Est-ce que finalement, ce n'était pas une stratégie mise en place depuis le début, et qu'en fait les Occidentaux se sont fait avoir un peu comme des bleus, en se disant qu'il y avait une opportunité économique, mais qu'au final, ça allait se retourner contre eux maintenant en fait? Est-ce que c'est nécessairement alors, est-ce que c'est nécessairement une stratégie d'opposition de modèle? Ça, je n'en suis pas certaine, parce que plutôt du fait de l'histoire de la Chine, qui, en fait, jusqu'aux guerres de l'opium au 19e siècle, était en fait de facto la première puissance mondiale, même si l'interconnexion, l'interdépendance et la mondialisation n'étant pas d'actualité ou pas au même niveau, c'était pas perçu de la même manière. Il y avait pas et surtout en Occident, on a, je pense, totalement minoré en fait l'influence qu'avait la Chine déjà sur sa région propre et sur certaines dimensions du développement mondial dans les siècles qui précèdent le 19e siècle. Donc jusque-là, il y avait quand même la Chine s'est toujours perçue comme une grande puissance. Et ce qui s'est passé depuis la guerre de l'opium, c'est vu comme une parenthèse. C'est d'ailleurs souvent appelé le siècle de l'humiliation. C'est considéré comme tel par beaucoup de Chinois qui considèrent qu'en fait ils ont une revanche à prendre sur l'humiliation que leur ont infligé l'Occident, et notamment les Britanniques et les Français aussi. D'ailleurs, on était dedans pour avoir brûlé le palais d'été à Pékin, ça nous apprendra. Donc on a vraiment un sentiment d'humiliation et une volonté de revanche qui se retrouve là-dedans. Alors, est-ce que c'est forcément une volonté d'opposition d'un modèle? Pas forcément, parce que je pense que la Chine a une vision très centrée aussi sur elle-même. C'est d'où la différence avec l'universalisme occidental, qui fait qu'ils peuvent avoir une volonté de puissance sans nécessairement que ce soit une volonté au départ d'opposition. Maintenant, l'arrivée de Xi Jinping a changé les choses, parce qu'elle a justement explicité cette volonté de puissance, et qu'elle l'a inscrit dans un contexte qui, au fur et à mesure, s'est créé une opposition. Avec Xi Jinping, on a eu en face Obama, on a eu le pivot stratégique dont parlait Émeric tout à l'heure, et au fur et à mesure, un peu une montée des enjeux, puisque la Chine, ayant placé ses pions pour faciliter sa montée en puissance sur le plan économique, avait tous les atouts pour enfin pouvoir se révéler, et là a commencé à percevoir de la tension en face, mais était prête à l'affronter. Donc, c'est difficile, on peut difficilement dire d'où vient exactement l'opposition, mais je pense qu'il faut être un peu plus nuancé. C'est pas forcément à l'origine une opposition de modèle. Moi, je ne sais pas si c'est une opposition de modèle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs temps. Il y a un temps, c'est le temps Mao, avec la révolution culturelle, qui est d'affirmer la puissance du Parti communiste et la mainmise du Parti communiste pendant le règne de Mao. Ensuite, après, on a les 4 modernisations de Deng Xiaoping, qui étaient même plébiscitées par l'Occident. Il faut se rappeler que Deng Xiaoping était invité sur les plateaux de télévision, faisait la une du Times, du Wall Street Journal, etc., qui était sur le fait de rattraper le retard et qu'il fallait développer le niveau de vie des Chinois, et ce qui a marché d'ailleurs, parce qu'il y a plus d'1 milliard de Chinois qui est sorti
de la pauvreté. Et ensuite, moi, ce que je vois, mais peut-être qu'on l'abordera sur l'épisode centré sur la montée en puissance chinoise et sur la question des raisons historiques, il y a une phase au milieu des années 2000 qui est marquée par deux événements qui sont euh, la préparation des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. À l'époque, c'était Hu Jintao qui était président de la République populaire de Chine, et la crise financière qui a mis à mal les modèles européens et américains qui ont peut-être permis en fait à la Chine d'avoir plus d'ambition. Et après, il y a la dernière étape, et c'est la dernière étape qui nous conduit en fait à ce qu'on vit là, c'est l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, qui par rapport aux autres, Marion, tu as analysé les discours des présidents chinois, marque une véritable évolution en fait dans son speech et dans son discours en termes d'objectifs et qui, pour la première fois, je crois, assume en fait la volonté d'avoir une puissance globale, dominante sur tous les domaines technologiques, militaires, économiques, diplomatiques, mais on reviendra sur ce sujet plus tard. Sur la question, on a parlé de la question des intérêts américains avec Émeric, la question des intérêts chinois. Mais est-ce qu'il y a des intérêts européens ou est-ce que les Européens sont voués en fait à faire de la figuration au regard de la puissance des deux mastodontes qu'on peut qualifier de superpuissance en fait, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir sur l'ensemble des domaines. Peut-être que Pierre, tu peux nous expliquer quel est l'intérêt des Européens. Oui, bien sûr, William. Donc, tout d'abord, le premier intérêt que je vois, c'est par rapport à ce qui se passe en Ukraine aussi. Comme l'a rappelé Marion, il ne faut pas comparer les deux événements, les deux régions du monde. Mais si Joe Biden tient tant à fournir en armes l'Ukraine, c'est qu'il ne veut pas qu'un régime autocratique l'emporte sur un régime plus ou moins démocratique et que justement il y ait donc un agrandissement du territoire. Et donc si Joe Biden lâche l'affaire en Ukraine, ça enverra un très mauvais message du côté du détroit de Taïwan. Donc, pour moi, le premier intérêt européen, c'est de voir qu'il y a, pour eux en tout cas, une corrélation entre ce qui se passe à Taïwan et ce qui se passe en Ukraine. Deuxièmement, on a les accords stratégiques et les accords commerciaux qui sont faits. Depuis de nombreuses années, les Américains donc, ont clairement montré que le centre de gravité des relations internationales avait bougé du Moyen-Orient jusqu'à la zone Indo-Pacifique. Ils ont noué certains liens et accords en fait stratégiques, comme on peut avoir avec le Quad, qui peut être comparé à l'OTAN de la zone Indo-Pacifique, mais on a aussi donc même l'AUKUS qu'on a vu cette année. Et donc d'un côté, en Europe, nos dirigeants ont essayé de nouer de tels liens en fait. Donc on a évidemment la Grande-Bretagne par le biais de son plan Global Britain ou bien même par le biais de l'AUKUS qui essaie aussi de tirer son épingle du jeu dans cette zone. La France n'est pas en reste parce qu'il faut rappeler que la France est encore assez présente dans la zone. Et la France pour revenir sur la question française auquel Hugo va revenir dessus, quelle est la stratégie européenne en fait par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis? Par exemple, qu'est-ce que pense l'Allemagne? Qu'est-ce que pensent les pays d'Europe de l'Est? Qu'est-ce que pense la Commission européenne, les institutions européennes? Ils sont plutôt chinois parce qu'en même temps, ils signent un accord de libre-échange avec la Chine. Ou est-ce qu'ils sont encore américains? Enfin, on ne comprend pas trop quelle est la position européenne. Où est-ce qu'ils habitent? Est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils veulent être indépendants, comme l'affirme le président Macron, pour faire une Europe autonomique et indépendante et stratégique? Ou est-ce que c'est le supplétif des Américains? Ou est-ce que petit à petit, quand on regarde le dernier G7, notamment où Joe Biden est venu en Europe, demander la coalition des démocraties par rapport à la Chine, est-ce que les Européens ne dressent pas petit à petit une ligne autonome par rapport aux deux grandes puissances parce qu'ils ont des intérêts divergents? Quel est leurs intérêts en fait aux Européens par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, Pierre? J'ai envie de dire, ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, aux manettes actuellement, donc autant Van der Leyen que Josep Borrell, qui est donc le représentant aux relations internationales, ne savent pas vraiment sur quel pied danser. Et donc, j'allais y venir. Donc, le lendemain, en fait, de l'annonce de la signature de l'AUKUS, donc on a eu donc une grande déclaration de Josep Borrell. Qu'est-ce que ça veut dire l'AUKUS? L'AUKUS, donc c'est l'alliance stratégique entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour la zone Indo-Pacifique.
Et donc, principalement, ils se chargent, ils se sont mis d'accord avec les Australiens, par exemple, pour fournir des sous-marins à propulsion nucléaire, ce qui était très mauvais pour la France, qui s'est retrouvée avec le contrat du siècle qui a été bonnement annulé. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, oui, von der Leyen et Josep Borrell veulent s'affirmer dans la zone Indo-Pacifique, mais ça reste assez balbutiant, on va dire. Balbutiant parce que les relations et l'affirmation de l'Europe face aux deux grands qui sont les États-Unis et la Chine ne fait aucun sens. C'est-à-dire que d'un côté, les relations avec la Chine sont au point mort et on est un peu soumis aux Chinois. Les Chinois qui viennent avec les nouvelles routes de la soie voulues par Xi Jinping en 2013. Donc on a les Chinois qui viennent jusque dans les Balkans sans que nous pouvions rien y faire. Et ça pourrait poser problème à la fin. Et deuxièmement, écoute, c'est un petit peu comme ce que disait Kissinger à un moment, il se demandait quel numéro il devait composer pour joindre l'Europe. Aujourd'hui, les Chinois ne passent même pas par l'Union européenne, ne passent même pas par la Commission. Xi Jinping, l'année dernière, disait que justement, s'il voulait régler des problèmes en Europe, il s'adressait directement à Angela Merkel, ce qui n'est pas un très bon message pour l'affirmation de l'autonomie et de la stratégie européenne, comme Macron le voudrait. Donc aujourd'hui, face à la Chine, on est un peu... Oui. Donc toi, tu dis en fait que la stratégie européenne en fait est ambivalente parce que Oui, l'Europe est dominée par l'Allemagne et l'Allemagne a des intérêts qui sont contradictoires. D'un côté, ils veulent commercer et vendre leurs voitures et leurs produits industriels lourds à la Chine. Et de l'autre côté, ils sont dépendants de leur défense. On l'a vu notamment lorsque Olaf Scholz a voulu relancer son budget militaire, a dû acheter non pas un équipement européen, mais un équipement américain. Donc tu penses qu'en fait, l'Union européenne est symbolisée par la divergence d'intérêts, même au sein de l'Allemagne, et notamment des pays du Nord et des pays de l'Ouest, qui sont dépendants des États-Unis sur la question de la sécurité, mais qui sont dépendants aussi de leurs exportations vis-à-vis de la Chine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une position européenne qui est incompréhensible, parce qu'en fait, ils essaient de ménager le chèvre et le chou. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, par rapport aux Américains, c'est aussi pareil. On suit les Américains dans tout ce qui est annoncé, mais à côté de ça, on se garde bien de prendre une ligne claire, d'adopter une ligne claire, pardon, et de dire, de s'adresser directement à la Chine en lui disant que ce n'est pas acceptable d'avoir de telles menaces face à Taïwan, qui est un État démocratique. Et donc, voilà, il y a quelques jours, donc il a été annoncé par les Américains que si la Chine, par malheur, voulait envahir Taïwan, elle se retrouverait face à des sanctions économiques qui sont comparables à celles qu'on voit actuellement contre la Russie. Et donc, dans ces cas-là, l'Union européenne, la France en particulier, vont être obligées de suivre donc les États-Unis, ce qui va rajouter donc à cette incompréhension et cette ambivalence globale. Merci Pierre. Mais toute cette position allemande, en fait, ces ambiguïtés allemandes nous interrogent. En fait, pourquoi est-ce que l'Union européenne ne change pas de leadership et passe toujours sous pavillon allemand? Peut-être que la ligne du président Macron, notamment dans ses différents discours de la Sorbonne, sa position au G7 face à Joe Biden est plus claire. Hugo, est-ce que tu ne penses pas qu'on doit changer de leadership et peut-être que c'est à la France et éventuellement au président Macron d'incarner la position et la stratégie européenne, dont auquel ces points paraissent quand même plus clairs que ce que vient de nous décrire Pierre, qui au final, je pense, personne n'a toujours rien compris sur où est-ce que se positionne l'Allemagne. Est-ce qu'ils sont plutôt américains, est-ce qu'ils sont plutôt chinois? Je ne sais même pas s'ils savent s'ils sont allemands, hein, toujours, mais Hugo, tu vas peut-être nous donner ton point de vue sur la position française. Est-ce que du coup, est-ce que c'est plutôt à Macron de diriger l'Europe? Voilà. Déjà, on voit que Macron voudrait se diriger vers cette gestion française de l'Europe. Il a quand même été le premier sur le cas ukrainien à monter au créneau et à vouloir instituer une réflexion européenne autour de ce sujet et non pas une réflexion indépendante de chaque pays.
Donc il y a quand même cette volonté de la France de reprendre un peu les rênes de la gestion européenne, ou en tout cas de la transmission de valeurs européennes et du combat global que l'Europe doit porter. Sauf que on le voit depuis quelques années maintenant, sur le duo France-Allemagne, la majorité des pays de l'Europe suivent généralement, en tout cas les pays du Nord et de l'Est, suivent plus globalement l'Allemagne dans ses choix que la France. Donc en fait, la France se retrouve un peu seule dans ses prises de position avec les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne particulièrement, qui la suivent globalement, mais ça fait quand même peu de pays qui suivent les positions françaises, donc pas assez de poids dans les discussions européennes. Maintenant, moi je vois que pour que l'Europe soit cette fameuse troisième puissance mondiale qu'on aimerait mettre derrière le bloc américain et le bloc chinois, il faut une cohésion, il va falloir une cohésion, et dans tous les cas, il va falloir sortir de ce double bloc Allemagne-France, qui est en fait un mini conflit qui ne dit pas son nom au sein même de l'Europe. Et à un moment donné, il va falloir que la France, qui a l'air plus poussée dans sa réflexion politique, ou en tout cas dans son détachement vis-à-vis des deux blocs, vis-à-vis des États-Unis d'un côté, mais de la Chine de l'autre, mette en avant ses valeurs et ses priorités pour créer un bloc commun, un vrai bloc commun qui puisse lutter au moins idéologiquement face à cette guerre de blocs qui arrive. Et du coup, peut-être que Aymeric, je te vois réagir. Toi, tu es Oui, d'accord avec eux? Tu penses qu'il y a une divergence des intérêts entre la France et l'Allemagne, qu'on partage pas, qu'on serait pas dans le coup franco-allemand sur la question chinoise et sur la question américaine? il y a évidemment une divergence d'intérêts entre l'Allemagne et même globalement le reste de l'Europe, ou si on veut être un peu moins caricatural, entre les pays plutôt du Nord menés par les Allemands et des États plutôt du Sud de l'Europe. On peut se rappeler par exemple de l'accord de libre-échange qui avait été signé dans un premier temps ou poussé par les Allemands avec la Chine et qui finalement avait été retoqué parce qu'en fait ça ne défendait que les intérêts des Allemands sur le fait de pouvoir exporter des voitures globalement. Et cette volonté de porter une troisième voie, la difficulté, même si elle est portée par le président Macron, c'est que les autres pays européens, ou en tout cas une partie des pays européens, n'en veulent pas. Notamment les pays scandinaves sont très heureux d'avoir le parapluie américain. Il y avait un espace politique pour essayer de porter cette troisième voie d'indépendance, notamment avec le retrait américain d'Afghanistan qui a été totalement loupé, qui a été un fiasco et qui montrait que finalement, si l'Europe veut se défendre et veut s'en sortir, il va falloir qu'elle le fasse toute seule. L'arrivée d'un conflit aux portes de l'Europe, notamment en Ukraine avec la Russie, a permis de réactiver ce réflexe du parapluie américain. Les États-Unis jouent très bien cette position en déployant beaucoup de moyens, en montrant que le grand frère américain n'est pas parti et continuera de défendre et protéger l'Europe. Et ce que les Américains ont en tête derrière tout ça, c'est finalement d'essayer d'avoir non pas une Europe qui serait neutre dans ce que les États-Unis considèrent comme le grand conflit, le grand défi, c'est-à-dire la confrontation entre la Chine et les États-Unis, mais vraiment de reprendre un leadership sur l'Europe, de faire des Européens des alliés, voire des vassaux dans le conflit à mener contre la Chine. Et c'était des pressions très intenses qui avaient été notamment portées déjà il y a quelques années sur la question de la 5G, où finalement les Américains avaient fait beaucoup de lobbying pour que les pays européens refusent les équipements de Huawei, notamment des chantages sur l'accès aux données, sur des renseignements. Et donc il y a un lobbying assez fort de la part des Américains pour maintenir les Européens dans leur giron avec les mêmes intérêts stratégiques, alors que finalement on peut se demander si les intérêts des Européens sont les mêmes que ceux des Américains. Il y a une volonté des Américains de s'assurer le soutien des Européens dans une confrontation qui apparaît de plus en plus inévitable avec la Chine.